On se souvient de la guerre froide pour bien des choses, des arsenaux nucléaires prêts à l'emploi, des guerres par procuration menées à travers les continents, et des espions échangeant des microfilms dans des cafés. Mais l'un des projets d'espionnage les plus ambitieux de cette époque, et peut-être que mes connaissances sur la guerre froide viennent surtout des films d'espionnage, n'était ni un agent audacieux, ni une arme secrète. C'était une machine, et cette machine s'appelait Échelon. À son apogée, elle couvrait le globe comme un filet invisible. Elle interceptait le trafic satellite, les conversations radio, les fax et des milliards d'appels. Imaginez d'immenses antennes dans des champs isolés, des bunkers souterrains bourdonnant de câbles et des satellites au-dessus de nos têtes. Chaque nœud était relié à un système mondial avec un objectif unique. Écouter l'Union soviétique et ses alliés partout, tout le temps. Ce réseau était dirigé par une alliance de renseignement digne d'un film de James Bond. Les 5 E, États-Unis, Royaume-Uni, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, ont uni leurs ressources pour créer un système de surveillance qui survivrait discrètement à la guerre froide. Le public connaissait les avions espions et les agents, mais ce programme d'espionnage est resté dans l'ombre, nié, balayé d'un revers de main et évoqué à voix basse. Cependant, les preuves ont fini par s'accumuler. Des fuites, des lanceurs d'alerte, et finalement, les dossiers Snowden ont rendu cela impossible à ignorer. Snowden a vraiment fait sensation. Vous vous souvenez peut-être de lui, le fait est que le projet ne s'est pas arrêté lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Il a évolué pour devenir l'architecture de surveillance qui surveille encore le monde aujourd'hui. Origine des 5 E. Pour saisir l'ampleur de l'opération, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre froide, avant les satellites, avant les immenses stations d'écoute, des cryptanalystes étaient penchés sur des bureaux couverts de messages interceptés. En Grande-Bretagne, Bletchley Park était le plus célèbre de ces sites, où Alan Turing et ses collègues ont percé le code de la machine Enigma allemande. Dans le Pacifique, les cryptanalystes américains ont déchiffré les codes navals japonais, contribuant à des victoires comme la bataille de Midway. Ces premiers succès ont montré aux dirigeants quelque chose de vraiment important. Le renseignement d'origine électromagnétique, ou SIGINT, pouvait décider de l'issue des batailles et changer le cours de l'histoire. Lorsque les armées coordonnaient leurs mouvements par radio et que les flottes envoyaient des ordres par transmission sans fil, intercepter et décoder ces signaux comptait souvent autant que le nombre de canons et de chars. Après avoir compris l'importance des communications interceptées, il était impossible de les ignorer. La Grande-Bretagne et les États-Unis ont vite vu que leur coopération augmentait leur efficacité. En partageant le trafic intercepté et en divisant les tâches, les deux pays couvraient plus de terrain. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande les ont rejoints avec leurs postes d'écoute et leur expertise. Même avant la fin de la guerre, les bases d'un partenariat durable étaient déjà en train de se former. En 1946, cette coopération a été officialisée par l'accord UQSA. Sur le papier, il ne s'agissait que d'un simple pacte de renseignement. En réalité, cependant, c'était un cadre qui liait les agences d'écoute de 5 nations en une seule machine. Le Government Communications Headquarters britannique, ou GCHQ, se tenait aux côtés de la National Security Agency américaine, ou NSA. Le Canada a participé via la branche communication du Conseil national de recherche, devenu plus tard le CST. L'Australie et la Nouvelle-Zélande ont installé des équipements couvrant le ciel austral et le Pacifique. Et le moment est vraiment important. En 1946, la guerre contre l'Allemagne et le Japon était terminée, mais un nouvel adversaire était devenu la nouvelle menace existentielle, l'Union soviétique. Le rideau de fer s'abattait sur toute l'Europe, les armées de Staline étaient retranchées, et la recherche nucléaire progressait à toute vitesse. Les dirigeants occidentaux ont estimé que vaincre la menace soviétique exigeait des moyens d'écoute et de surveillance sur tous les théâtres possibles, la diplomatie et les armées classiques ne suffisant plus. Ils avaient besoin d'un système permanent capable de surveiller chaque signal que les soviétiques envoyaient sur les ondes, l'alliance des 5 E. Eh bien, c'est devenu précisément ce système. Ce n'a jamais été un club cérémonial ni un pacte symbolique. C'était un cadre vivant où les tâches de décryptage, les messages interceptés et les fonctions d'analyse étaient réparties et échangées chaque jour. Chaque pays construisait des stations, interceptait le trafic et le mettait en commun. Cette coopération leur a permis de couvrir presque toute la planète. À la fin des années 1940, le partenariat de guerre était devenu une alliance permanente, l'Union soviétique en étant la nouvelle cible. Les pays des Five Eyes disposaient d'un avantage géographique, la technologie et la volonté nécessaires pour tenter quelque chose d'extraordinaire. La création d'une machine de surveillance sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Échelon allait naître directement de cette structure, mais ses racines se trouvaient ici, dans les cendres d'une guerre mondiale et les premiers actes d'un autre bras de fer mondial. La naissance d'Échelon. Au milieu des années 1960, le Royaume-Uni et les États-Unis avaient déjà des décennies d'expérience dans le partage de communications interceptées.
Leur partenariat avait survécu à une guerre mondiale et affrontait désormais la longue confrontation avec l'Union soviétique. Les chefs du renseignement des deux pays constataient un problème croissant. Le flot absolument massif d'informations circulant par satellite et canaux radio était tout simplement impossible à surveiller avec les méthodes existantes. Des équipes d'analystes triées sur le volet ne pouvaient tout simplement pas espérer suivre le rythme des millions de signaux qui circulaient à travers le monde chaque jour. La NSA américaine et le GCHQ britannique ont décidé d'agir face à cela. Ils ont lancé un effort commun pour créer un système capable de capter des signaux à grande échelle et de les filtrer automatiquement. En fait, ils voulaient remplacer l'interception manuelle dispersée par un système intégré capable d'aspirer les communications du monde entier. À la fin des années 60, les bases techniques de cette idée commençaient à prendre forme. Le programme officiel a vu le jour en 1971 sous le nom de Code Général Frosting. Au sein de cet effort plus large se trouvait une nouvelle branche appelée Échelon. Au début, elle se concentrait sur un ensemble de cibles très spécifiques. Les communications par satellite augmentaient fortement, transportant trafic diplomatique, ordre militaire et données commerciales. Capturer et filtrer ces transmissions est devenu le cœur de la mission du projet. Les câbles diplomatiques soviétiques, signaux radars et communications militaires stratégiques étaient la priorité absolue. Mais une fois le système en place, il a commencé à capter bien plus. Ce qui rendait Échelon différent, ce n'était pas vraiment l'interception elle-même. Les agences de renseignement écoutaient les communications radio depuis des décennies à ce stade. Ce qui distinguait le projet, c'était son automatisation et sa portée mondiale. Le réseau reliait divers postes d'écoute sur plusieurs continents et utilisait des dictionnaires informatiques de mots-clés pour signaler les messages à analyser. Le système faisait le gros du travail, orientant les analystes vers les communications répondant à des critères précis, évitant ainsi l'analyse ligne par ligne. Situer Échelon dans le contexte plus large de la rivalité du renseignement pendant la guerre froide aide à comprendre son importance. À l'époque, les États-Unis survolaient le territoire soviétique avec des avions espions U-2 pour photographier les silos de missiles et les bases aériennes soviétiques. Depuis qu'un de ces avions a été abattu en 1960, les satellites sont devenus le moyen d'observation privilégié. Le programme Corona a lancé des satellites espions qui renvoyaient sur Terre des capsules de films larguées depuis l'orbite. Ce sera pour une autre vidéo. Ces photographies ont montré des sites d'armes et des déploiements militaires, mais les images seules ne pouvaient révéler ni conversation ni instructions codées. Cette lacune a été comblée par le renseignement d'origine électromagnétique. Échelon a été conçu pour compléter ces autres méthodes. Les vols U-2 et les satellites Corona fournissaient des images. Les espions humains apportèrent des fragments de renseignements de l'intérieur. Le projet fournissait les voix, les ordres et les instructions cachées circulant dans les câbles et via les satellites. Ces éléments composaient une image complexe de la puissance et des intentions soviétiques. Aucun programme seul ne couvrait tout, mais ensemble, ils offraient aux dirigeants occidentaux une vision plus claire que celle imaginée par les soviétiques. Début 70, le système restait méconnu, même dans de nombreux cercles gouvernementaux. Pourtant, pour la NSA et le GCHQ, Échelon incarnait l'avenir du renseignement électromagnétique. Cela montrait que les machines pouvaient traiter des informations à des échelles inaccessibles à l'humain. Le système a connu une croissance régulière pendant 2 décennies, s'étendant à l'échelle mondiale et impliquant tous les membres de l'Alliance des Five Eyes. Il a commencé comme une expérience technique de surveillance automatisée et a fini par devenir l'un des projets d'espionnage emblématiques de la guerre froide. Comment cela fonctionnait-il? La machine d'écoute globale. Ce projet n'était pas une unique base ou machine. C'était un vaste réseau qui reliait des antennes, des satellites, des câbles sous-marins et d'immenses installations remplies d'analystes. Pour bien imaginer cela, pensez à l'entonnoir mondial. Des milliards de messages, d'appels et de signaux se déversaient chaque jour dans cet entonnoir, et il essayait de capter tout ce qui comptait dans l'affrontement de la guerre froide. Au cœur de la plateforme de renseignement, il y avait 3 principales méthodes d'interception. La première était les communications par satellite. À la fin des années 60, les satellites étaient devenus la colonne vertébrale des communications longue distance. Les ordres militaires, les câbles diplomatiques et les fax commerciaux passaient tous par ces satellites. Les stations au sol interceptaient les liaisons descendantes, captant les communications avant qu'elles n'atteignent leur destinataire. Cela signifiait qu'un appel d'ambassade de Moscou à la Havane, ou un ordre naval soviétique, transmis à travers l'Arctique, pouvait être intercepté dans les airs sans que personne à l'autre bout ne s'en rende compte. La seconde méthode utilisait des relais micro-ondes et des câbles sous-marins. Les tours à micro-ondes transportèrent le trafic national et international entre villes, faisant rebondir les signaux de relais en relais à l'horizon. En plaçant une antenne au bon endroit, on interceptait ce trafic. Les câbles sous-marins étaient plus difficiles à exploiter, mais trop précieux pour être négligés.
Des sous-marins spécialisés et des dispositifs d'écoute ont été développés pour installer des dispositifs d'interception sur ces lignes, siphonnant silencieusement des copies des transmissions sans perturber le flux. La troisième méthode était l'interception radio. Malgré l'essor des satellites et câbles, de nombreux ordres militaires et échanges diplomatiques utilisaient encore la radio. Les transmissions haute fréquence rebondissaient entre continents, permettant à une antenne bien placée d'intercepter des conversations à des milliers de kilomètres. L'interception radio, plus ancienne que l'appareil, était intégrée ici à un vaste réseau et vue comme un flux d'informations précieuses parmi d'autres. Capturer les signaux n'était qu'une partie du problème. Avec des millions d'appels et messages, comment repérer les importants? C'est là qu'intervenait le système de dictionnaire. Chaque station d'écoute avait des logiciels avec de longues listes de mots-clés. Elles incluaient des noms, phrases codées, numéros et termes techniques liés à la recherche ou aux opérations militaires soviétiques. Les signaux bruts étaient alors analysés automatiquement par les ordinateurs. Si un message contenait un terme signalé, il était mis de côté pour un examen plus approfondi par des analystes humains. Cela permettait de trier des milliards de transmissions par lot gérable, mettant en avant les informations les plus pertinentes. Plusieurs installations sont devenues légendaires dans ce projet. Menwith Hale, au Royaume-Uni, était le joyau de la couronne. Niché dans la campagne du Yorkshire, le site est devenu la plus grande station de surveillance électronique au monde. Ces radomes blancs distinctifs, qui sont d'énormes dômes ressemblant à des balles de golf, vous les avez probablement déjà vus, eh bien, ils protègent les antennes, et ils sont devenus de grands symboles de l'écoute pendant la guerre froide. Depuis ce site, les analystes surveillaient le trafic satellite en Europe, Afrique et Moyen-Orient. En Australie, Pine Gap, je crois que nous avons une vidéo complète à ce sujet. Et si ce n'est pas le cas, elle sortira bientôt, parce que je l'ai bien enregistrée. Elle était située dans une région reculée de l'intérieur du pays, et la base permettait de couvrir les signaux provenant d'Asie et du Pacifique. Elle était précieuse pour surveiller l'activité navale soviétique dans l'océan Indien et les essais de missiles chinois au nord. Son isolement assurait la discrétion et sa géographie offrait une couverture inégalée par les stations du Nord. La Nouvelle-Zélande a aidé via son site de Waipio. Moins vaste, elle proposait des postes d'écoute dans le Pacifique Sud, alimentant le système en données partagées. La station de recherche de Yakima, dans l'État de Washington, aux États-Unis, était spécialisée dans l'interception des communications satellitaires couvrant le trafic passant par le Pacifique. L'installation de Bud en Cornouailles, au Royaume-Uni, se branchait sur les câbles sous-marins, offrant l'accès à des communications transatlantiques précieuses. L'un des postes d'écoute les plus étranges était situé sur Teufelsberg, une colline artificielle faite de gravats des ruines du Berlin bombardé. Au sommet de la colline, des agences occidentales ont installé des antennes et radomes dirigés vers les signaux soviétiques et est-allemands. Teufelsberg interceptait les transmissions militaires du pacte de Varsovie à travers tout le rideau de fer. Son emplacement en faisait l'un des postes d'écoute les plus précieux de toute la guerre froide. Mais toutes ces installations transmettaient leurs interceptions au réseau Échelon, interceptant chaque jour des milliards de messages, un résultat stupéfiant. Seule une fraction était vue par des humains, mais elle contenait précisément les informations recherchées par les dirigeants. Résultats d'essais de missiles, ordres de patrouille de sous-marins, câbles d'ambassade et instructions militaires. Le système de filtrage par dictionnaire ne garantissait pas la perfection, mais faisait la différence entre se noyer dans le bruit et réussir à extraire du renseignement de ce flot. Transformer les signaux bruts en renseignements exploitables demandait un travail supplémentaire. Les analystes croisèrent les communications interceptées avec des images satellites, des rapports d'espionnage et des sources ouvertes. Un test radar soviétique capté sur un site pouvait être relié à des photographies satellites du champ d'essai. Un ordre de patrouille de sous-marins pouvait être comparé à une détection acoustique dans l'Atlantique. Échelon n'a jamais été conçu pour fonctionner seul. Il faisait partie d'un puzzle bien plus vaste, apportant des communications vocales et des consignes pour compléter les moyens d'observation aériens et spatiaux, et les espions sur le terrain. L'ampleur même de l'opération reste vraiment difficile à imaginer. Des milliards de transmissions sont scannées et filtrées chaque jour à travers les continents et les océans. Nos estimations sont claires. Aucun humain n'aurait pu gérer autant de données sans filtrage automatique. Le renseignement électromagnétique atteignait une échelle industrielle pour la première fois. À présent, l'Union soviétique disposait de ses propres réseaux de surveillance, mais aucun n'atteignait la taille et la portée d'Échelon. Dans les années 80, le système tournait à plein, avec des antennes sur 5 continents écoutant en temps réel les communications soviétiques. Les machines signalent instantanément des messages autrefois longs à décoder, permettant aux analystes de réagir vite au lancement de missiles, mouvements de troupes ou ordres diplomatiques. La plateforme de renseignement était devenue à la fois un système d'écoute et le centre nerveux du renseignement durant la guerre froide. Elle donnait à l'alliance des Five Eyes la capacité de voir et d'entendre l'Union soviétique d'une manière que peu de personnes, en dehors de la communauté du renseignement, pouvaient même imaginer. Au cœur du jeu d'espion de la guerre froide,
Échelon fournissait bien plus que de simples données brutes. Elle est devenue un atout stratégique pendant la guerre froide, révélant les plans militaires soviétiques, les manœuvres diplomatiques, les ambitions technologiques et les conversations secrètes. Les analyses de la NSA, du GCHQ et des centres alliés combinaient le renseignement d'origine électromagnétique avec d'autres sources pour surveiller toutes sortes de choses. L'une des principales priorités du projet était le suivi des missiles. L'interception de la télémétrie et des communications près des sites de lancement permettait aux analystes d'identifier les types de missiles, leur trajectoire et leur état de préparation. Un poste d'écoute en Turquie surveillait par exemple les tirs d'essai depuis Kapustin Yar, grande base de fusées soviétiques. Ces renseignements ont contribué au système d'alerte précoce et guidé les décisions occidentales sur la dissuasion et la posture des forces. La surveillance des sous-marins était un autre domaine où Échelon offrait un avantage clé. La marine américaine utilisait l'écoute sous-marine pour détecter les sous-marins soviétiques, tandis que les communications interceptées confirmaient leurs itinéraires et calendriers de mission. En 1987, l'Union soviétique lança l'opération Otrina, envoyant des sous-marins de classe Victor III dans l'Atlantique pour contourner la surveillance de l'OTAN. Les signaux interceptés et les analyses ont révélé les mouvements de ces sous-marins, transformant cette tentative de surprise en manœuvre parfaitement prévisible. La surveillance politique restait essentielle. Échelon interceptait des câbles diplomatiques, dont des échanges entre le Kremlin et les ambassades étrangères, ainsi que des transmissions internes révélant les orientations politiques. Ces interceptions donnaient aux gouvernements occidentaux des indices sur la stratégie et des informations sur la planification et les intentions soviétiques. En surveillant les ambassades à l'étranger, les analystes anticipaient souvent les positions soviétiques avant leur annonce. L'espionnage économique et technologique faisait aussi partie de la mission. La surveillance des communications impliquait des instituts de recherche ou des entreprises d'État qui fournissaient des indices sur les avancées soviétiques en aéronautique, en informatique et en production d'énergie. Des détecteurs de mots-clés signalaient les nouveaux projets ou allocations de ressources, offrant aux analystes des alertes précoces sur les menaces concurrentielles. Les entreprises occidentales en ont aussi profité, car les gouvernements anticipaient les priorités soviétiques en matière de science et d'industrie. L'élément humain restait essentiel, car analystes et linguistes apportaient du contexte, repéraient des tendances et comparaient les phrases interceptées à des événements connus. Les déchiffreurs décryptèrent les messages codés signalés par les machines. Les enquêteurs confirmaient parfois les interprétations, confirmant qu'une phrase codée signifiait un envoi d'armes ou une position diplomatique. Sans l'élément humain, Échelon serait resté une machine bruyante, sans véritable compréhension. Voyons quelques moments clés de la guerre froide qui illustrent bien la puissance de ce réseau. Lors de la crise des missiles de Cuba, l'interception des communications soviétiques a apporté une confirmation supplémentaire du déploiement de missiles sur l'île. Les photos d'avions espions montraient le matériel tandis que les signaux interceptés révélaient des discussions, des instructions et des réactions dans le commandement soviétique. Le rôle d'Échelon n'a sans doute pas été central, mais il a apporté des éléments ayant influencé la réponse du président Kennedy. Un autre exemple concerne le sous-marin soviétique K-129 qui a coulé dans le Pacifique en 1968. L'histoire se concentre sur la tentative de récupération de l'épave par la CIA, mais les signaux acoustiques et communications interceptées ont été essentiels pour localiser sa position. Échelon a contribué en captant les transmissions frénétiques de la marine soviétique, ce qui a permis de révéler l'urgence et l'ampleur de cette perte majeure. Maintenant, dans tous ces exemples, le système fonctionnait à très grande échelle. À chaque étape de la guerre froide, Échelon a fait pencher la balance. Il a enrichi la connaissance occidentale des actions soviétiques, des essais de missiles aux négociations diplomatiques, complétant agents humains et satellites sans les remplacer. Sa force était de transformer des signaux invisibles en renseignements utiles, influençant les décisions au sommet. La première fissure dans le secret d'Échelon est apparue en 1971. Perry Fellwick, ex-analyste de la NSA, a décidé de se faire connaître sous le nom de Winslow Peck. Dans une interview accordée au magazine Rampars, il a révélé que les États-Unis exploitaient un vaste réseau avec l'aide de pays alliés. Il a décrit le partenariat Royaume-Uni-États-Unis en matière d'interception mondiale des communications, qui jusqu'alors était pratiquement inconnu du public. Pour beaucoup, c'était la première fois qu'ils entendirent parler de la NSA. Ces propos ont suscité l'inquiétude et ont contribué à encourager les législateurs à commencer à s'interroger sur la quantité de pouvoirs incontrôlés qui avaient été confiés aux agences de renseignement. Le sujet a disparu des discussions publiques jusqu'en 1988, quand le journaliste britannique Duncan Campbell a publié dans le New Statesman l'article « Somebody's Listening ». Campbell a présenté des éléments montrant que le système Échelon faisait partie intégrante du renseignement Five Eyes. Il a affirmé que cet outil servait à la fois à la surveillance militaire et à des objectifs économiques, laissant entendre que des entreprises et des secteurs industriels pouvaient être visés via le renseignement électromagnétique. Cette affirmation a suscité un débat en Europe et aux États-Unis sur la question de savoir si l'alliance s'éloignait de la sécurité nationale pour servir des intérêts commerciaux. Au milieu des années 90, un autre journaliste a été plus loin.
En 1996, l'écrivain néo-zélandais Nicky Hager a publié Secret Power. Grâce à des entretiens avec des initiés du renseignement, il a détaillé le fonctionnement du système. Il a expliqué comment les installations néo-zélandaises interceptaient, filtraient par mots-clés et réinjectaient les résultats dans le système global. Pour la première fois, le public a eu une vision claire des opérations quotidiennes, avec des descriptions détaillées des postes d'écoute et du processus d'interception. Son travail a transformé le projet d'une rumeur qui circulait à voix basse en un système documenté. Les gouvernements ont réagi comme on pouvait s'y attendre. Les responsables ont soit nié être au courant, soit insisté sur le fait qu'ils ne pouvaient ni confirmer ni démentir les allégations. Malgré ces non-démentis ou démentis, la prise de conscience s'est rapidement répandue. Les groupes de défense des libertés civiles ont cité Echelon pour prouver que la surveillance incontrôlée était réelle. C'était réel. L'inquiétude du public grandissait à l'idée que des conversations privées, transactions commerciales et discussions politiques soient régulièrement interceptées. Pris ensemble, les apports de Fellwick, Campbell et Hager ont fait entrer Echelon dans la conscience du public, chacun s'appuyant sur l'autre. Fellwick en a révélé l'existence, Campbell en a souligné les implications plus larges, et Hager a fourni des détails opérationnels. Leur travail combiné a révélé un réseau de surveillance que les gouvernements espéraient garder invisible. Et ce faisant, ils ont contribué à façonner le débat sur la vie privée et la responsabilité qui se poursuit encore aujourd'hui. Conséquences politiques et enquêtes européennes. En l'an 2000, l'appareil de surveillance était passé de la rumeur à un sujet d'enquête officielle. Suite à des enquêtes et articles, le Parlement européen a officiellement examiné le réseau de surveillance. Les législateurs demandaient si l'alliance des 5 E visait encore la sécurité militaire ou si elle englobait aussi la surveillance industrielle et civile. Pendant 2 ans, des commissions ont recueilli des témoignages d'experts, de chercheurs et d'ex-agents de renseignement, confirmant des soupçons autrefois jugés spéculatifs. Une accusation marquante portait sur l'espionnage industriel. Des communications interceptées de sociétés européennes auraient été transmises à leurs concurrents américains. Airbus, leader européen de l'aéronautique, aurait été ciblé, ces communications prétendument exploitées au profit de Boeing lors de négociations de contrats. Un cas similaire impliquait la société allemande d'éoliennes Enercon, qui accusait des entreprises américaines d'avoir eu accès à ses recherches grâce à des signaux interceptés. Les preuves étaient dures à vérifier, mais ces récits ont attisé la colère en Europe et soulevé vite des inquiétudes sur la vie privée. Des citoyens et des groupes de défense des droits civiques se sont demandé si des appels téléphoniques ordinaires, des fax ou des courriels avaient été interceptés lors du processus de collecte. La surveillance possible de correspondance privée par une alliance de renseignement étrangère inquiète les démocraties soucieuses des libertés individuelles. Les responsables politiques, autrefois indifférents aux rumeurs, subissaient désormais une pression accrue pour réagir. Interrogés, les responsables américains et britanniques ont maintenu leur position habituelle. Nous ne pouvons ni confirmer ni démentir. Cette formule permettait d'éviter à la fois l'aveu et le démenti. Les législateurs européens ont interprété cette réponse comme une esquive, ce qui n'a fait qu'accentuer la suspicion. Le rapport final du Parlement a conclu que le projet existait bel et bien, que les garanties pour la vie privée étaient insuffisantes et que les conséquences ont été immédiates. Echelon n'était plus vu comme une théorie du complot, mais reconnu comme un système mondial actif. Les enquêtes européennes ont fait passer la surveillance d'une question marginale à un sujet de débat parlementaire et de controverse publique. Les préoccupations sur la vie privée, le commerce et la souveraineté sont devenues centrales dans le débat politique, et les arguments qu'elles ont générés ont continué après la fin de l'enquête. L'héritage de Snowden. En 2013, les révélations d'Edward Snowden ont confirmé ce que journalistes et lanceurs d'alerte affirmaient depuis des décennies. Ces documents ont prouvé qu'Echelon avait existé, et surtout qu'il n'avait jamais disparu. Au lieu de disparaître avec l'Union soviétique, le système s'était adapté et avait pris de l'ampleur. Les fuites ont montré que la surveillance mondiale n'avait pas ralenti, mais s'était accélérée, portée par des partenariats entre la NSA, le GCHQ et les autres membres des Five Eyes. Les documents Snowden ont révélé des programmes tels que Prism, Tempora et XKeyscore. Ces initiatives ont démontré que l'interception allait bien au-delà du trafic satellite et radio. Câbles sous-marins, fournisseurs internet et plateformes cloud alimentaient désormais le réseau de surveillance en données. Alors que le réseau avait été conçu pour intercepter les appels téléphoniques, les fax et les transmissions par satellite, ses descendants étaient capables de surveiller les emails, les réseaux sociaux, les requêtes de recherche, et même le stockage privé dans le cloud. Et l'ampleur dépassait de loin celle du système original de la guerre froide. Le partenariat central entre la NSA et le GCHQ restait au cœur du dispositif. La Grande-Bretagne offrait une couverture géographique étendue et des failles juridiques, tandis que les États-Unis apportaient d'importantes ressources techniques et une portée mondiale. Ensemble, ils partageaient des données filtrées à une vitesse autrefois inatteignable.
L'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande exploitaient toujours leurs propres postes d'écoute, étendant la couverture à l'hémisphère sud et au Pacifique. Ce qui a le plus changé, c'est la liste des cibles. Pendant la guerre froide, Échelon se concentrait principalement sur l'Union soviétique et ses alliés. Après 2013, il était clair que le filet couvrait presque tout le monde. Gouvernements, entreprises, journalistes, militants et citoyens ordinaires étaient tous inclus dans la collecte de données. La transition d'un espionnage ciblé à une surveillance universelle a soulevé des questions qui allaient bien au-delà de la sécurité militaire. En ce sens, l'héritage d'Échelon était indéniable. Il avait fourni le modèle pour l'interception mondiale automatisée, et la logique de ce système s'est prolongée à l'ère numérique. Le concept de filtre par mots-clés, de base de données partagées et de surveillance à l'échelle industrielle a perduré dans les systèmes même qu'Edward Snowden a révélés. Le projet a peut-être commencé comme une création de la guerre froide, mais il a contribué à définir l'architecture de la surveillance de masse du XXIe siècle, la machine qui refusait de s'arrêter. Échelon mérite d'être reconnue à la fois comme une merveille technologique et comme une mise en garde. Elle incarnait l'ambition de la guerre froide, quand les dirigeants pensaient que la survie dépendait de l'interception de chaque signal. L'urgence de cette rivalité a donné aux agences de renseignement la liberté de construire une machine de surveillance d'une ampleur sans précédent. Cependant, le système ne s'est pas limité à cette rivalité et a poursuivi son développement, trouvant de nouvelles missions et cibles longtemps après la disparition de son objectif initial. Ce processus a fait du réseau le socle des pratiques de surveillance modernes qui s'étendent aujourd'hui mondialement. Les questions soulevées par les enquêtes européennes se sont amplifiées. Alors, Échelon était-il un bouclier nécessaire qui a contribué à préserver la paix pendant la guerre froide, ou était-ce le début d'un état de surveillance qui peine encore à trouver l'équilibre entre sécurité et vie privée? Ce débat reste non résolu, et son issue redéfinira les limites de la liberté pour les générations à venir. Merci d'avoir regardé.